bonjour, ici Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai fait. Et il y en a pas mal, mais j'avoue que ça tourne autour de la BD et des mangas surtout. Je suis en train de finir des sagas ou en commencer des nouvelles. Pour parler de sagas que j'ai continué, je vais commencer avec Mythique, les Mythiques, tome 17 que vous voyez ici sur la colère. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Mythique, c'est l'histoire de 5 ou 6 jeunes, je sais plus trop, mais en gros, il y en a un par, on va dire, ouais, par continent, donc on est à 5. Il y a un grec, une allemande, une indienne, alors il est d'Afrique, du Maghreb, mais je sais pas trop de quelle origine, un autre du Brésil et une du Japon. Et ces 5 jeunes gens ont en fait des pouvoirs, ils ont hérédité de Freya, de Horus et tout. Ah bah Égypte du coup. Enfin bref, pour le gars qui vient du Maghreb. Et Hercule pour celui-là qui vient de Grèce. Enfin bref, ils ont hérité de super pouvoirs de héros de mythologie ancienne. Et le souci, c'est qu'ils doivent combattre du coup des super vilains pour sauver l'humanité, patati patata. On arrive au 17e tome et il y a déjà eu les présentations des personnages, des dilemmes qui ont été présentés, et on arrive un peu au climax parce que là ils ont déjà affronté d'autres méchants, mais là en fait ils affrontaient un méchant qui représente un des 7 péchés capitaux. Donc on a eu la gourmandise, l'avarice, la paresse, enfin bref, on en a passé plein. Et là ce tome 6 c'est sur la colère. Je ne m'attendais absolument pas du tout à ça. La couverture parle d'elle-même et pour de la jeunesse c'est intéressant, je dis pas le contraire, mais la base, c'est on ne tue pas les super-héros. Enfin, je sais pas vous, mais c'est la base. Et du coup, j'ai été très surpris et j'ai hâte de voir la suite pour voir ce qu'ils vont en faire parce que je m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est pas un spoil, vous voyez bien la couverture. J'ai été très 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 surprise et jusqu'au bout, je me suis dit non, mais il va y avoir un retournement de situation. Bah non. Donc j'ai hâte de voir la suite et de ce qu'ils vont en faire parce que le décès d'un super-héros si on ne le fait pas ressusciter, eh ben du coup ça a intérêt d'être hyper bien construit et hyper bien amené pour que les lecteurs soient pas en mode ah! Parce que là pour le coup, dans ce tome-là, à la fin j'étais en mode ah d'accord. Donc voilà pour ce tome. Ensuite j'ai continué Iruma, donc je suis au tome 12 à l'école des démons. Et je suis très contente. Je sais pas pourquoi, mais cette petite série est très fraîche, très cool. J'aimerais qu'on en ait un peu plus souvent, mais bon, vu qu'il y a énormément de sagas différentes, ma collègue, comme elle dit, elle fait ce qu'elle peut. Mais c'est vrai que j'ai hâte de découvrir la suite. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de ce jeune homme qui est un humain qui a été vendu par ses parents parce que ses parents n'ont rien à foutre de lui, à un démon. Et en fait, ce démon, c'est pas n'importe quel démon, c'est un démon très haut placé, mais qui n'arrive pas à avoir d'enfants et encore moins de petits-enfants. Donc il va considérer cet humain, au lieu d'être comme un esclave, un truc à tout faire, comme son petit-fils. Il va l'inscrire dans une école de démons et ce jeune humain va devoir s'en sortir parce que, évidemment, les règles dans le royaume des enfers, des démons, n'est pas du tout les mêmes que chez nous. Et vu que, lui, les règles du monde démoniaque ne font pas effet sur lui, et comme par hasard, il se retrouve propulsé à... Enfin, un peu comme un surhomme, enfin un surdémon du coup, parce que lui, les règles basiques de base ne fonctionnent pas sur lui. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il est humain. Donc c'est normal que les règles de base ne fonctionnent pas sur lui. Mais du coup, pas tout le monde, mais une grosse partie des élèves le vénèrent parce qu'ils le prennent pour un démon super puissant, alors que non, c'est l'inverse en fait, c'est pas un démon. Mais ça, on ne le sait pas, puisque dans le monde des démons, en fait, le monde des démons et le monde des humains, il est fermé, et les démons ne savent même pas que les humains... Enfin, ils savent que les humains existaient, mais pour eux, ils n'existent plus, puisque justement, c'est un peu comme nous et les créatures fantastiques. Pour eux, les humains, ce sont des créatures fantastiques, en fait, ça n'existe plus. Donc, c'est assez cool, assez drôle, et là, on est sur plus un tome apprentissage, justement, parce qu'il va y avoir une grosse épreuve dans les tomes à suivre, et donc, c'est assez cool, et j'ai hâte de voir la suite. Autre suite que j'ai continué, tadadadam Beyond the Cloud, et c'est le tome 5, donc ça y est, c'est la fin de la saga, je l'ai fini, je suis trop contente. Du coup, en fait, j'avais lu les 4 tomes il y a un petit bout de temps, et quand je me suis mis à celui-là, je me suis dit, ouh,
où qu'on va. Et en fait ça revient très facilement parce qu'il y a pas mal de petits flashbacks qu'on te fait comprendre et tout, qui est qui et qui dans quel sens va où. C'est doux, c'est poétique, c'est mignonnet. Mais voilà, j'ai passé un bon moment à le lire, mais j'ai pas sauté au plafond, c'est pas un énorme coup de cœur. C'est un bon moment de lecture, mais pas plus. Pour ceux qui ne connaissent pas l'intrigue, en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui, en fait, un jour est tombée du ciel avec deux petites ailes d'ange. Et ce jeune garçon qui, du coup, va la recueillir et vivre des aventures extraordinaires avec elle pour découvrir qui elle est et d'où elle vient. Et donc, dans ce tome-là, on découvre un peu plus de son passé à lui, du coup, il s'ouvre un peu plus. Et elle, on découvre enfin d'où elle vient et ce qu'elle est. Donc c'est plutôt cool, parce que c'est bon, c'est une saga que j'ai finie. Je vais vous parler maintenant des BD qui font pas forcément partie de séries. En l'occurrence, je vais vous parler de Incroyable, que j'ai lu rapidement parce que c'est une nouveauté, donc je l'ai vite lu entre midi et 2 pour qu'on puisse après le bazarder enfin pas le bazarder, mais le mettre en rayon pour que les gens puissent le lire plus facilement. Incroyable, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a énormément d'imagination, mais qui a énormément surtout de troubles. Comment on appelle ça? Des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Il va compter tous les trucs par 3, il va se toucher le nez, il va pas devoir toucher les lignes blanches du passage piéton, enfin plein de petits TOC comme ça qu'il a à travers sa vie qu'on voit. Et avec un petit, pour moi pas loin du trouble autistique, parce qu'il a comment dire, ce truc de, il va prendre un sujet et il va l'approfondir à fond, il va faire des fiches dessus, par exemple sur les comètes, les trous noirs, les machins, les trucs, et du coup il va connaître tout de A à Z, les trucs, comment on appelle ça, les cérémonies funéraires de par le monde, comment ça se passe, au Népal, chez les Aztèques, nanani, enfin bref. Il y a des sujets comme ça qu'il va creuser à fond, et là, ça s'y prête bien, puisqu'il doit faire un exposé, sa maîtresse lui a demandé. Et tout un tas d'événements va se produire qui va faire que tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est une BD jeunesse que je trouve hyper intéressante, parce que justement, elle parle des troubles obsessionnels compulsifs, mais elle parle aussi de plein d'autres thématiques, comme la dépression, l'hospitalisation, la mort, le deuil, l'héritage, la famille et tout. Et c'est assez sombre, je dois l'avouer. C'est pas une BD où on pète le feu hyper jovial, mais c'est intéressant. Et je serais curieuse de le faire lire justement à un jeune pour qu'il me donne son avis, parce que moi, avec mon regard d'adulte, il y a énormément de sous-entendus et tout que j'ai compris, et enfin voilà, un peu à la Disney en fait, il y a plusieurs grilles de lecture, et là je pense que cette BD aussi, donc je serais vraiment intéressée de voir ce qu'un jeune ou une jeune a lu et on comprend en fait. Voilà. On va continuer dans les BD jeunesse. J'ai lu Le mystère du lac. Je me doutais bien sur quoi on allait partir, mais j'avais un petit doute quand même, et j'ai vite cramé le scénario. C'est l'histoire de cette jeune fille et ce jeune garçon qui vit dans un petit village de campagne très, très reculé. Là où lui, il est très heureux et vit sa meilleure vie, entre guillemets, elle, non. Elle veut explorer, elle veut voir les trucs à travers le monde, voilà, elle veut partir à l'aventure. C'est une aventurière, une exploratrice. Un jour, ils ont un lac pas très loin de chez eux, et elle remonte souvent des artefacts, des petites cuillères, des trains, des machins, des trucs, donc elle ne comprend pas d'où ça vient. Et un jour, le lac va carrément s'assécher, et elle va découvrir qu'en dessous ce lac, il y a une civilisation. Pas de gros spoil en me disant que c'est pas une civilisation, mais c'est plutôt un village qui a été inondé suite à un barrage en fait. Ils ont fait un barrage, et donc forcément les villages qui étaient alentour, quand le lac est monté, il s'est retrouvé sous le lac. Toute l'histoire c'est sur ça en fait, c'est elle, sa quête d'exploration et de vouloir voir des nouvelles choses, et lui à l'inverse de plutôt être quelqu'un de renfermé et de pas vouloir explorer le monde, être très bien là où il est. Et ces deux personnages évidemment vont se nourrir l'un l'autre, un autre va arriver pour faire un peu le pont entre les deux, et c'est une très bonne lecture que j'ai bien aimée, jeunesse, et franchement, il n'y a rien à dire de plus que c'est mignonnet. Mais pareil, c'est pas un coup de cœur. Je l'ai bien aimé, mais ça ira pas plus loin. Autre lecture que j'ai fait en BD, mais cette fois-ci, c'est pas de la jeunesse, c'est de l'adulte. Tada! Mademoiselle Sophie, ou la fable du lion et de l'hippopotame. Ça fait un petit moment que je l'attends, parce qu'elle est passée de main en main entre mes collègues, donc j'étais « Ah, moi aussi je la veux !» C'est l'histoire de ce petit garçon qui a 11 ans et qui va bientôt avoir 12 ans, donc l'année prochaine il va rentrer en 6e. Pour le moment il est encore en CM2, mais
il va devoir traverser la rue l'année prochaine pour aller en 6e et aller parmi les grands. Lui, il est enfant et il est très bien comme il est parce qu'il se rend compte que le monde des adultes, c'est pas si joyeux que ça. Surtout que là, après les vacances, va revenir sa maîtresse, qui était déjà de base bien enrobée, mais qui là a pris énormément de kilos et il veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi sa maîtresse s'enferme le midi dans sa salle de classe alors que d'habitude la porte est grande ouverte, pourquoi elle pleure, pourquoi elle n'est pas comme d'habitude, elle est malheureuse. Et donc du coup il va mener son enquête, il va la suivre pour découvrir ce qui se passe, pourquoi les grands sont comme ci, pourquoi les grands sont comme ça. Et c'est hyper intéressant parce que ça englobe plein de termes justement, ça englobe le fait de vouloir grandir ou de ne pas vouloir grandir, avoir un peu ce syndrome de Peter Pan, de passer de l'enfance à l'adolescence, qui est un moment pas forcément facile, mais aussi du coup, grâce à la maîtresse, on voit d'autres choses, on voit des troubles du comportement, par exemple au niveau alimentaire, on voit justement de la grossophobie, de la discrimination. Lui justement c'est un garçon qui est plutôt réservé et qui se décrit lui-même comme lâche, puisqu'à un moment justement il va entendre ses camarades se moquer d'elle et il ne va pas oser s'interposer, il ne va pas oser la défendre, alors que elle, à chaque fois qu'il a un problème, elle le défend. Donc il y a tout ce côté grossophobe et tout qui est dénoncé et qui est très bien, je trouve très bien fait. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée parce que pareil, les graphismes sont très doux comme vous pouvez voir. J'ai bien aimé, donc je la recommande, elle est très bien. Passons à la suite. J'ai vu qu'on a pas mal de mangas en nouveauté, et pas forcément chez nous, mais dans des bibliothèques qui font partie de la communauté de communes. Donc du coup, j'en suis réservé quelques-unes, dont celle-ci, Let's Play, que je vous avais parlé en book haul, et j'en suis ma foi très contente. C'est l'histoire de cette jeune fille, une développeuse qui va vouloir lancer son premier jeu en freelance, mais malheureusement, ce jeune homme, qui est un streamer, va démonter ce jeu de A à Z et elle va se retrouver d'une note très bien à plus que merdique. Je crois qu'elle avait quelque chose comme 8 sur le site de référence et là, elle va se retrouver à 0,3 sur 10. Donc forcément, elle est très dégoûtée et ce jeune homme va devenir son futur voisin. Donc, elle va évidemment être pas contente après lui, elle va lui reprocher et lui faire comprendre que c'est pas cool. Et quand il va se rendre compte de la réalité en fait, de ce qu'il a fait sans le vouloir, puisque ses fans, après qu'il ait joué à ce jeu, ont déversé des vagues de haine sur son compte à elle. Enfin voilà, du coup maintenant elle peut plus avoir de boulot de développeuse parce qu'elle est mal notée, nanana, enfin bref. Il y a toute une histoire justement très moderne que j'adore parce que parler de jeux vidéo, de développeurs, de streamers, de gamers, c'est pas des sujets qui sont très développés. Et là en parler en BD, en webtoon, je suis trop contente. C'est le tome 1, j'ai hâte de lire la suite et je pense que je vais même pas attendre de lire la suite parce que justement je vais aller directement sur Webtoon pour pouvoir scroller et lire la suite des épisodes parce que j'ai hâte de voir comment va se développer l'histoire. Je me doute que même si pour le moment dans le tome 1 il a une copine, à mon avis ils vont finir ensemble. Il y a 2 crush lovers, il y a elle dans son entreprise là où elle travaille, qui est l'entreprise de son père au passage, le manager on va dire, un grand blond baraqué qui est intéressé par elle mais ne le montre pas, au contraire il se montre plutôt sec, hyper exigeant avec elle, et celui-là aussi qui est en couple avec quelqu'un mais qui a l'air quand même de s'intéresser à elle, ça pue. Donc voilà, j'ai adoré et comme je vous dis, je vais aller vite sur Webtoon pour pouvoir lire la suite. On continue dans les mangas. Voici Oshinoko, tome 1 et tome 2 que j'ai lu. J'ai enchaîné les deux très clairement en une soirée. C'est spécial. Alors en fait, on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui est une starlette d'un groupe d'idoles, d'un girls band, mais qui a 16 ans et qui va se retrouver enceinte. Elle va aller chez un obstétricien. Cet obstétricien, comme par hasard, c'est un fan depuis qu'une de ses jeunes patientes, qui avait à peu près le même âge qu'elle, était fan d'elle et elle est morte. Du coup, pour lui rendre un peu hommage, il a continué à regarder ce groupe et à voir comment il évoluait, et en l'occurrence, cette jeune star-là. Quand elle va arriver à 16 ans, enceinte de jumeaux devant lui, il va être un peu choqué. L'histoire fait qu'il va décéder très rapidement, après se rendre compte qu'elle était enceinte, et lui aussi va se réincarner dans les bébés qu'elle porte, ainsi que
C'est pas un spoil, hein, clairement, mais en fait, elle a 2 jumeaux, justement, une fille et un garçon. Et le garçon, bah, ça va être son obstétricien. Et la jeune fille, comme par hasard, ça va être l'ancienne patiente qu'il a eue et qui était fan d'elle. Mais il n'est pas au courant, malgré que nous, les lecteurs, on s'en rend rapidement compte. Il n'y a pas de gros spoil, hein, en 2 tomes, vous voyez. Donc, il se passe ça. Du coup, elle garde les bébés, elle ne va pas avorter et on découvre comment elle va faire pour le cacher sa grossesse en étant toujours une idole. Va arriver ce qui va arriver avec ces jeunes filles et après, on passe justement à un tome où on est plus sur les 2 enfants, ce qu'ils deviennent, comment ils grandissent et devenir des enfants de stars, comment ça se passe, devenir des stars, comment ça se passe, puisque elle veut devenir aussi du coup une idole comme sa mère, et lui, à l'inverse justement, vu qu'il aime pas trop le show business et tout, ne veut pas rentrer dedans, mais en même temps, une petite carrière d'acteur, à mon avis, ne serait pas déconnant, donc voilà, on est plus sur les 2 enfants du coup, et je pense que toute la saga après du coup, va continuer aussi sur les 2 enfants. Franchement, c'était chelou, c'était bizarre et je sais pas si je vais lire la suite. J'ai envie de lire la suite justement pour voir où ça va nous mener parce que pour le moment c'était hyper étrange. Mais elle clairement elle m'agaçait. Hein. Mais par contre justement les deux enfants, j'aimerais voir comment ça va se passer parce que je suis hyper intriguée de ce qui va leur arriver. Attendez, voilà. Et les 2 jumeaux, on les voit plus grands et ce qu'ils deviennent. Et du coup, bah, j'ai hâte de voir ce qu'ils deviennent vraiment. Parce que pour le moment, leur avenir n'est pas tout tracé, malgré que ce soit des enfants d'idoles. Je continue avec, je pense, une saga qui a plus que fait partie d'elle. Hein, que ce soit... Je sais même... Non, c'était pas Webtoon, c'était Picoma, ou je sais plus sur quelle plateforme c'était, enfin bref. Solo Leveling, ça y est, j'ai enfin reçu le tome 1, donc j'ai pu commencer à lire le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Oui, j'en ai lu que 3 tomes pour le moment, ça se lit assez vite, mais comme vous voyez, j'ai d'autres lectures que je lis aussi, donc voilà, on essaye d'alterner un petit peu. Donc j'ai lu les 3 tomes, les 3 premiers tomes. L'histoire, c'est ce jeune homme on est dans un monde où il y a des failles dimensionnelles qui arrivent et des créatures peuvent envahir notre monde d'humains. Pour ça, il y a en contrepartie ce qu'on appelle des chasseurs, c'est-à-dire des êtres qui sont capables de magie, mais plus ou moins forts, donc il y a des rangs. Et lui, c'est un des plus faibles qu'il existe, c'est un rang E, et même parmi les rangs E, il est hyper faible, parce que quand il fait des donjons, des zones où il y a des monstres justement de rang E, il ressort quasiment mort en fait. Il est gratiné de partout, enfin voilà, il est faible. Il va faire un donjon de classe C, je crois, avec d'autres partenaires qui sont des gros... Non, classe D, qui sont eux des classes C, classe B et classe D. Et va arriver ce qui va arrivera, c'est-à-dire que très clairement, c'est lui qui va sauver les gens, puisque au lieu d'y aller comme des grosses brutes, lui il va se rendre compte qu'il y a des règles dans ce donjon à suivre pour ne pas mourir justement, et il va réussir à sauver plusieurs personnes, mais lui il va lui arriver quelque chose qui n'est pas bon du tout, et à contrario, eh ben, il va devenir autre chose. Il ne sera plus un chasseur, mais il va devenir un joueur, et avec des facultés qui ne sont pas remarquées dans ce monde-là, mais qui ont une incidence quand même. Je sais pas trop comment vous en parler sans spoiler, mais clairement, il devient hyper puissant, hyper badass, et là, j'en suis arrivée à justement, il est... Donc ici, c'est plus un tome introductif où très clairement, on te présente justement qu'il est faible, sa famille, pourquoi il fait ça justement, parce que même s'il est faible, il doit quand même payer les frais de scolarité de sa sœur et les frais d'hospitalisation de sa mère, enfin bref. Voilà, on a un gros tome introductif sur qui il est, le courage qu'il a, la bienveillance qu'il a envers justement les autres chasseurs, alors que franchement, certains c'est des gros salauds avec lui, mais lui il est toujours gentil, toujours respectueux, toujours bienveillant, et justement il va aller jusqu'à quasiment se sacrifier. Ensuite, on est dans le tome 2, où là justement, il est arrivé ce qu'il arrive, donc du coup il a des nouveaux pouvoirs, il s'entraîne, il se rend compte de ce qu'il va devenir, donc c'est cool. Et là on arrive dans le tome 3, où justement avec ses super pouvoirs, il a commencé à se faire un nom, si je puis dire, sans avoir vraiment un nom. Il va monter une guilde, il va faire des choses plutôt badass, et là on commence à avoir des ennemis qui viennent se pointer de ce bout de son nez, un petit peu badass, un petit peu fort, donc j'ai le 4, 5, 6 qui m'attendent sur ma table de chevet pour voir ce qui va lui arriver, comment il va s'en sortir.
Lecture cool, rapide, franchement c'est hyper fluide, hyper simple à lire, il n'y a pas à dire. Hein. C'est des webtoons donc ça se lit facilement, c'est assez addictif et c'est très bien fait. J'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire la suite. Si vous avez aimé The Druid of Seoul Station, que je vous ai présenté dans un précédent update, franchement, c'est du même acabit. C'est pas la même chose, mais quasiment la même chose, donc si vous aimez l'un, vous aimerez l'autre. Passons au roman. Ce n'est pas du tout dans l'ordre, puisque Akotar, tome 5, Un palais de flammes d'argent, c'est une de mes 2 dernières lectures du mois de mars, alors que les autres que je vous ai présentées, je les ai juste lues, donc on ne les fait pas dans l'ordre, mais on s'en fiche. Donc, Akotar, tome 5, que j'ai lu. Je sais pas si je vais vous faire l'affront de vous répéter encore et encore le résumé d'Akotar, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver devoir aller de l'autre côté du mur dans le monde des fae, des créatures qui ressemblent très clairement à des elfes ou des fées, voire un peu plus, qui ont des pouvoirs magiques et qui va devoir se... Enfin, voilà, il y a des guerres, il y a des monstres, il faut vaincre, il y a de la magie, nanana, il y a des gens qui sont pas gentils, il y a des trahisons, il y a de la famille aussi qui peut trahir, enfin bref, il y a plein de choses, dont les âmes sœurs, les pouvoirs magiques et tout. Sur le tome 5, du coup, on est sur un autre couple, les 4, on va dire. Les 3 tomes sont sur un couple, le tome 4, il est sur un couple, mais il introduit justement le second couple, celui-là de ce tome-ci. On est plus sur le tome de Nesta et Cassian. Et c'est un couple que, franchement, j'ai beaucoup de mal. Pour moi, c'est toxique. Voilà, le mot est balancé. La relation est très toxique. Oh là là, mais Nesta, qu'est-ce que je l'aime pas, celle-là! Alors, il y a plein de choses qui se sont mélangées et que, du coup, pour moi, c'est problématique. Nesta est une personne qui a un caractère très fort, très affirmatif, mais aussi très hautain, très dominateur, très autoritaire, et il va arriver des choses qu'elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas que ce soit sa petite sœur qui l'ait nourrie pendant des années, que son père ait été faible au point que justement ça soit sa petite sœur qui l'ait nourrie pendant des années, et elle a un orgueil de ouf malade, une fierté de ouf malade, qui fait que malgré toutes les erreurs qu'elle a fait, elle ne se remet jamais en cause. Et du coup, ça fait que Cassian va tomber amoureux d'elle par le fait que justement ce soit une personne forte et badass, mais elle va le pourrir et tout au long, donc bon, si vous connaissez pas la saga, c'est un peu compliqué de vous en parler sans spoiler, donc très clairement il va encore se passer d'autres événements qui fait qu'ils vont lui arriver des choses pas cool, certes à elle, mais pas que à elle, et en vouloir tout le monde à la terre entière, au bout d'un moment, non, faut sortir les doigts du cul, les autres c'est pas de leur faute, et arrête, voilà, au bout d'un moment, arrête. Franchement, Nesta, je la déteste, et Cassian, en fait d'habitude c'est l'inverse, ce sont les femmes qui sont dans ce rôle-là de... je l'aime donc je vais essayer de le sauver malgré lui, et là c'est l'inverse, c'est Cassian qui est pareil un guerrier très fort, qui a l'habitude qu'on le martyrise, nanani nanana, et donc du coup elle alimente les plaies du fait que lui ça soit un bâtard, qu'il soit mal considéré dans son peuple parce que justement il n'est pas de haute lignée de naissance et tout, et donc elle alimente, et franchement, j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol. Cette histoire est hyper toxique et je déteste. J'ai hâte de passer aux autres parce que l'histoire d'amour avec Tamlin, premier tome, ça passe. Deuxième tome, là j'ai grincé des dents, mais justement ça dénonçait le fait que c'était une relation toxique et qu'il fallait s'en sortir. La relation avec Rhysand, ça passe, même s'il y a des petits moments qui me faisaient grincer des dents un petit peu creepy en mode on est à la limite, mais bon, ça passe. Mais là, la relation entre Nesta et Cassian, ça ne passe absolument pas. Et le truc de on est des âmes sœurs, nanana, arrêtez de nous rabâcher la tête avec ça, c'est juste pas possible. Même si une personne, tu l'aimes de tout ton cœur, même si tu es lié magiquement avec elle, au bout d'un moment, il faut dire stop, il faut dire non quand elle te met plus bas que terre. Le pardon, je veux bien, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Faut pardonner ce qui est pardonnable. Ce qui est impardonnable, on le pardonne pas. Et un point, c'est tout. Et là, c'est ce que je reproche à ce tome-là, c'est que ça nous fait un petit peu penser à l'amour pardonne tout. Bah non, les gars, je suis désolée, mais non. Je suis pas d'accord avec ça. J'ai adoré le tome 2 pour ce qu'il dénonce. J'ai adoré le tome 3 pour la relation. Le tome 4, bof. Et le tome 5, je suis mais pas
contente, mais pas contente. Franchement là, j'ai hâte de voir du coup les prochains tomes pour voir les relations qui vont se développer avec les autres. Je suppose qu'elle va aussi faire des tomes pour d'autres couples qui vont se créer, que ce soit pour la Morrigan ou que ce soit pour Azrael. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai un peu les boules aussi parce que je suis comme ça là. J'ai lu Witch and God tome 3. Voilà. Alors, comment vous dire que si vous connaissez pas Witch and God, c'est l'histoire de des sorcières et des dieux. C'était dans le titre, Elodie. C'est l'histoire des descendantes de Circé, la première sorcière, qui ont toute une communauté autour évidemment des femmes et des pouvoirs magiques. Mais les dieux n'ont pas trop apprécié ça, en fait, que justement ce ne sont pas eux voilà, qui dirigent cette communauté, que cette communauté a des pouvoirs magiques sans eux. Donc du coup, Zeus est rentré en conflit avec une des divinités qui est copine avec les sorcières et avec les sorcières, et donc il y a une guerre entre les sorcières et les Olapiens. On vous passe tous les détails, mais dans le tome 1, il y a justement, après genre 100 ans de guerre, il y a un accord de paix qui est fait. On décide de marier une sorcière et un dieu pour que, clairement, la paix se fasse par cette union arrangée. Une sorcière va être donc choisie, ça sera la petite sœur d'une fratrie qu'on va suivre, parce qu'en gros, chaque tome, c'est sur une des sœurs de cette fratrie, qui va se marier avec un dieu, très bien. Le deuxième tome, on est sur l'aîné, du coup, qui va arriver des péripéties et qui va, du coup, s'amouracher d'un autre dieu. Et là, on est sur la cadette, celle du milieu, qui, elle aussi, va lui arriver des péripéties et va s'amouracher d'un autre dieu. Très clairement, chaque histoire, j'ai l'impression de vous dire la même chose, mais non, les événements ne sont pas pareils. Dans le tome 1, on est plus sur justement un mariage arrangé et du coup des relations de convenance, comment on va tomber amoureux malgré tout ce qui va arriver, malgré les préjugés qu'on a l'un sur l'autre. Sur le tome 2, c'est plus une question de courage, de deuil, de réussir à surpasser ses limites, à aller toujours plus loin, de détermination. Et sur le tome 3, c'est plus justement une question de domination, d'être insoumise, de faire ou pas faire ce qu'on dit. Et en même temps, ce côté... j'ai envie de certaines choses, mais est-ce que je vais aller jusqu'au bout des choses? Enfin, je sais pas si je suis trop claire là-dessus. Et puis énormément un gros background aussi avec la famille, les antécédents, les ex et tout. Bref, mais j'adorais. Très clairement, là, tout de suite maintenant, si on me disait dans quel ordre les mettre, je pense que je mettrais le tome 3 en premier, le tome 1 en deuxième et le tome 2 en troisième. Même, je les ai tous adorés, hein, y a pas de souci. Le tome 1, la relation, elle est géniale. Mais là, vu que je viens juste de lire le tome 3, je trouve cette relation encore mieux et encore plus belle. Je sais pas comment vous l'expliquer sans spoiler, mais j'ai adoré. Au début, quand j'ai lu la fin du tome 2, je pariais pas sur ce dieu-là. Et donc, j'ai été très surprise de voir, en lisant le résumé, que c'était ce dieu-là avec qui elle allait être. Mais bon, très bien, moi, ça me va très bien. Au final, quand j'ai lu le livre, j'étais en mode « Mais il est top, ce dieu, on l'adore !» Évidemment, c'est Héphaïstos, c'est un peu, on va dire, le dieu bourrin, volcanien, un peu renfermé sur lui, assez crumpy, comme ils disent. Et elle, à l'inverse, c'est une sorcière plutôt shiny, elle est très lumineuse et tout, alors que lui, il est plutôt solitaire. Et du coup, leur binôme fonctionne du feu de Dieu, il y a énormément d'humour aussi dedans. Par contre, alors là, je n'en revenais pas, je ne suis pas farouche, hein. J'adore la new romance, j'adore les trucs érotiques. Mais dans ce tome-là, les gars, vous êtes pas prêts. Les scènes de cul de ouf. D'habitude, j'ai tendance à zapper les scènes de cul parce que justement, j'en ai marre d'en entendre et tout. Mais là, c'était un audio-livre, donc j'étais obligée de les écouter. Et d'ailleurs, dans les trois Witch and God, comme je les écoutais en audio-livre, j'ai dû les écouter. Mais là, on était à un niveau caliente, mais un niveau... Même à un moment, justement, j'étais au boulot et j'avais mon casque sur les oreilles. Instinctivement, j'ai baissé le son pour être sûr que mes collègues n'entendent pas parce que j'étais en mode ah oui, là on va sur du croustillant. Donc voilà, j'ai adoré, je le recommande à 100%, c'est un énorme coup de cœur. Je dis oui. Witch and God, la saga, déjà de base, on dit oui, mais alors le tome 3, pépite of pépite. On finit sur un final au top, maintenant on veut une suite. C'est tout ce qu'on a à dire, maintenant on veut la suite. Je me rends compte que sur les romans, je parle énormément. Ouh là là, c'est une catastrophe, cette vidéo va être hyper longue. Bon, le dernier, et pas les moindres, La Passeuse de mots, tome 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Passeuse de mots, c'est l'histoire d'une jeune femme, j'ai perdu son nom, c'est pas grave,
qui est la fille de la boulangère du roi. Et qui a une grosse passion pour les livres, qui vit dans les livres, très clairement. Mais en étant la fille de la boulangère du roi, elle va se lier d'amitié avec le fils du roi, le prince. Malgré ça, dans leur monde, il existe un traité dans leur royaume qui fait que les gens qui ont de la magie, en fait, leur magie est coupée. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Et un jour va arriver une révolution qui va faire que justement, on va tuer le roi, on va déchirer le traité pour que la magie puisse réapparaître. Et grâce à cet acte de révolte ou pas, il va y avoir une autre révolte qui va se faire, un envahissement de son royaume, donc énormément de personnes vont mourir parce que des créatures malfamées vont venir et vont tuer, esclavager et faire plein de choses très négatives dans son royaume, mais surtout elle, grâce à ce déchirement de pacte, elle va se rendre compte de quelque chose, c'est que elle aussi, elle a des pouvoirs magiques et en l'occurrence, elle va devenir ce qu'on appelle une passeuse de mots. Elle va avoir toute une quête initiatique pour trouver les mots et absorber leurs capacités et leurs pouvoirs. Dans le tome 1, c'est ça, et on a la quête aussi du coup de trouver des mots, et en même temps évidemment qui dit quête dit communauté, et à chaque fois elle se ramène et elle découvre des gens, elle rencontre des gens et elle se crée une bande de mecs mais au top. Franchement, il n'y a pas mieux. Killian, Alaric et je sais plus le commandant comment il s'appelle, mais on l'adore. Dans le tome 2, du coup, cette troupe s'est créée et on continue leur mésaventure, mais on va chez son guide, du coup, Killian, qui est un voleur, mais un voleur avec un esprit très, très nomade. Hein. On sent que dans la culture, on est très tourné autour du désert, des faucons, des voleurs. On sent une atmosphère très, justement, nomade du désert, enfin voilà, de Sahara et tout, donc on est à fond dans ce délire-là. On découvre un peu plus, du coup, la famille de Killian, comment il est devenu ce qu'il est devenu, pourquoi il est comme ça, et déjà on adore Kilouchou. Killian, c'est vraiment, je pense, c'est le cross-lover que je lui souhaite déjà depuis le tome 1, et que je suis trop triste dans ce tome parce qu'il se passe des choses que je suis pas contente du tout. Sans trop vous spoiler, il lui arrive, donc du coup, elle va découvrir qui est Killian, parce que c'était quelqu'un d'assez taiseux, qui justement n'aime pas, qui n'est pas trop avare de lui-même et de sa vie, donc du coup, grâce à ça, elle va enfin un petit peu mieux apprendre à le connaître, mais on va aussi du coup lui reprocher à elle de... Au lieu de t'intéresser aux autres, intéresse-toi à toi-même et pose-toi des questions sur ce que tu ressens, sur qui tu es, sur ce que tu veux faire et tout et tout. Donc il y a pas mal de remises en question, et quand elle fait son aveu là, mais j'étais en mode « Ah, tu me brises le cœur !» La fin, je m'y attendais. En fait, c'est bête, hein, mais je suppose qu'il y en a plein qui ont été surpris et qui s'y attendaient pas du tout. Mais à force de lire des bouquins, il y a plein de petites pierres de touche qui ont été mises et qui... Je l'ai senti. Je l'ai senti. Déjà, quand elle fait cet aveu, c'était chaud. C'était chaud, je me suis dit, pour que ça soit quelque chose d'aussi important, ça veut dire que va y avoir un retournement de situation de ouf. Pas manqué, tome 2. La fin est horrible, et j'ai hâte de lire le tome 3 pour casser des bouches. Ah mais là j'ai qu'une envie, c'est de casser des bouches. Hein. Je suis désolée, mais non. Ça va pas se finir comme ça, les gars. Et puis je veux mon petit Killian. Hein. Laissez-moi penser les cœurs de mon petit Killian. Voilà. Je veux du Killian. Plus de Killian. Donc ouais, très bonne lecture, je recommande. Je sais pas encore pour le moment si je dirais que c'est un coup de cœur. Bien que si, en fait, si. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Le tome 1 était cool, mais était plus introductif. Là, on arrive justement à... Si, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré. Donc, à dire pas de coup de cœur. Si, ça fait partie pour le moment de mes meilleures lectures 2023. Après, on commence juste 2023, mais ouais, non. On l'adore. On l'adore. Eh bien, voilà. J'ai énormément parlé. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. J'en suis désolée si c'est le cas. S'il y a des lectures que vous avez lues et que vous souhaitez en parler avec moi en commentaire, il n'y a pas de souci, l'espace est là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.